68, vous avez juste un petit truc. Le 68. On a marqué le PLI qui est autre chose, mais j'avais parlé du PLUI. C'est juste un détail. D'accord. On fera la modification à ce moment-là. Donc je vais procéder au vote avec la modification. Qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, je vous remercie. Ensuite, décision du maire. Y a-t-il des questions? Monsieur Hay. Elles peuvent venir au cours du débat que nous aurons autour de notre budget. Les décisions du maire? Votre micro, monsieur. Il vaut mieux les poser maintenant si vous le souhaitez, après dans la discussion, si toutefois ça concerne le sujet. Non, parce que c'est lié. C'est lié directement au budget, les décisions que vous avez prises, et donc j'associerai cela et je vous poserai des questions budgétaires à ce moment-là. Très bien. Alors, ensuite, donc deux informations, une sur l'intercommunalité et ensuite présentation par Jacques Nodin du schéma directeur informatique, l'audit informatique sur la structure et l'architecture informatique de la ville. Alors tout d'abord sur l'intercommunalité, c'est une information, vous le savez, nous avons combattu le projet du préfet de région d'associer la ville de Maurepas dans un ensemble intercommunal de plus de 800 000 habitants. Et après différentes actions, en tout cas la mobilisation de tous les élus, la commission régionale intercommunale s'est de nouveau réunie et a rejeté à large majorité ce projet de 800 000 habitants. Et en contrepartie, et d'ailleurs ça respecte aussi la volonté du conseil municipal, c'est de nous associer dans une nouvelle intercommunalité de plus de 200 000 habitants, et en fonction évidemment, qui représente le bassin de vie de la ville de Maurepas, c'est de nous intégrer à la communauté d'agglomération de 50 ans en Yvelines au 1er janvier 2016. Alors, nous rejoindrons cette communauté d'agglomération au 1er janvier avec d'autres communes, la ville de Coignères également. Donc cela veut dire que nous allons quitter la communauté de communes des Étangs que nous avons rejoint au 1er janvier 2014. Et nous la rejoignons également avec d'autres villes, c'est les villes de Plaisir, Villepreux et Les Clays. Donc nous arriverons à un ensemble de 230 000 habitants. Donc ça c'est l'arrêté du préfet de région. Maintenant j'attends l'arrêté du préfet de département qui va entériner officiellement le périmètre. Et puis à ce moment-là on reviendra vers vous pour communiquer sur la situation. Enfin en tout cas c'est une nouvelle ère qui s'inscrit qui s'annonce pour Maurepas et évidemment nous allons maintenant nous atteler à faire que les intérêts de Maurepas soient bien représentés dans cette communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Voilà, je vous remercie. À toi Eric. C'était une information, c'est pas un débat. Vous avez parlé de Coignères. Oui. Est-ce qu'on est sûr que Coignères va rentrer aussi? Parce tout à fait. Que j'ai cru entendre qu'il y avait un contentieux, qu'il y avait des recours, et donc je voulais savoir si c'était fini. Alors je peux vous lire l'arrêté du préfet de région si vous voulez. Fusion de la communauté d'agglomération de 50 ans en Yvelines et de la communauté de communes de l'Ouest parisien, donc avec les villes de Plaisir, Les Clays et Villepreux, et extension du périmètre du nouveau groupement aux communes de Maurepas et Coignères. Le rattachement des communes de Maurepas et Coignères à l'ensemble précité entraîne leur retrait de la commune des Étangs. Voilà. Après, évidemment, c'est indépendant de toute démarche contentieuse qui pourrait se faire par ailleurs. Voilà. Pas d'interrogation. Ok. Eric. Merci, monsieur le maire. Donc, je vais vous présenter le diagnostic qui a été fait à notre niveau par le cabinet Joly de l'ensemble des systèmes d'information de la commune. Donc, ça a consisté en fait à voir les différents axes de convergence entre les besoins des utilisateurs, entre les besoins de la DSI et les besoins de l'organisation de la direction de la mairie. Donc le schéma directeur va se faire en 3 phases. Il y a une première phase qui est celle que je vous présente ici, qui est en fait l'analyse de l'existant et des besoins. Il y a une deuxième phase qui a lieu en ce moment, qu'on va présenter plus tard, qui est l'analyse des contraintes, des opportunités. Et enfin, il y a une troisième phase qui sera l'élaboration et la mise en œuvre de ce schéma directeur que nous aurons décidé. Donc là, l'analyse de l'existant va porter surtout sur les éléments d'architecture, la satisfaction des utilisateurs, la fonction informatique au sens DSI, les services proposés, l'utilisation des moyens informatiques et donc, sur le recueil des besoins qui a été fait. Donc je vais commencer par la partie architecture.
Au niveau de l'architecture, on a analysé les postes de travail. Donc, le premier constat, c'est que le parc est obsolète. 90% du parc est obsolète. L'âge moyen du parc, supérieur à 8 ans, entraîne une forte insatisfaction de la part des agents. L'ensemble du parc, enfin, la très grande majorité du parc est sous Windows XP. Il n'y a pas eu de plan pluriannuel d'investissement sur le matériel, ce qui fait qu'il y a une forte hétérogénéité du parc. Donc ça rajoute des temps aux agents informatiques pour tout ce qui pouvait être maintenance, parce qu'on ne peut pas mutualiser des pièces d'un ordinateur en panne pour en réparer un autre. Il n'y a aucune centralisation de la maintenance au niveau du global, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de console d'administration pour voir les antivirus, les niveaux des pages de sécurité, enfin, ce genre de choses. Donc ça entraîne effectivement un système informatique qui aujourd'hui, concernant les postes de travail, mal géré. Le parc, comme je vous le disais, sous Windows XP, c'est un système d'exploitation qui a 14 ans. Il n'est plus maintenu, il n'y a plus de page de sécurité. Ça veut dire qu'on est potentiellement en risque d'avoir une attaque sur laquelle on ne sait pas se protéger. La deuxième chose, c'est qu'on a des machines qui, pour certaines, sont plus en capacité de faire fonctionner correctement les logiciels qui sont utilisés par les agents. Des fortes lenteurs, des fortes insatisfactions. Donc ça, c'était les postes de travail. Deuxième sujet qu'on a traité, les liaisons avec les sites. Alors ce que j'appelle les liaisons avec les sites, c'est les liaisons entre l'hôtel de ville et les maisons de quartier, les gymnases, tous les équipements municipaux, le CTM. Aujourd'hui, la grande majorité des sites sont isolés de l'hôtel de ville. Il n'y a aucune gestion qui a été mise en place pour rationaliser ou faire des économies d'usage au niveau des différents accès. On a des accès au niveau des sites, par exemple, qui datent de 1996, qui sont du mois d'août 512, ce qui n'existe plus depuis très longtemps, mais qui n'ont jamais été changés. On a un coût qui est très élevé au regard des services rendus en termes de connexion ou non-connexion, en termes de débit. On est à plus de 70 000 € par an de coût de connexion pour relier les différents sites de la commune. Ensuite, on va passer sur le côté système, donc tout ce qui est serveur et la demande d'infrastructure. Aujourd'hui, donc les serveurs. On a 13 serveurs. On en a 4 qui sont relativement récents, qui sont dus à des projets comme le PES qui a été installé. Enfin, il y a eu quelques serveurs donc, qui sont assez récents. L'ensemble des autres serveurs sont très anciens, puisqu'ils ont en majorité une dizaine d'années, voire plus. Il y en a 9 qui sont obsolètes en termes de système d'exploitation, pareil sur un système d'exploitation qui est plus maintenu, Windows 2003. Et pareil que pour les postes de travail, donc un coût de maintenance élevé, parce que des postes très anciens, du matériel très ancien qui est plus fabriqué. Les sauvegardes. Alors les sauvegardes, on est dans une situation un peu plus dramatique, dans le sens où on a un système de sauvegarde qui est obsolète. Donc les bandes de sauvegarde ne se fabriquent plus. Le directeur informatique aujourd'hui doit les acheter d'occasion sur eBay, Le Bon Coin. C'est quelque chose que je n'ai jamais rencontré ailleurs. La deuxième chose, c'est que l'audit a montré que les solutions de sauvegarde que nous avons ne sont même pas en capacité de sauvegarder l'ensemble des données de la commune. Donc on est obligé de faire un choix sur ce qui est à sauvegarder et sur ce qui n'est pas à sauvegarder. Donc il y a un risque de perdre des données du fait d'avoir des cassettes qui sont vieillissantes, d'avoir des données qui ne sont pas sauvegardées. Il y a des utilisateurs qui ont les données sur leur poste, qui gentiment les sauvegardent sur des médias USB. Enfin, c'est une situation de risque. Les salles serveurs. Aujourd'hui, il y a 2 salles. Il y a une salle qui se trouve juste à côté de la salle du conseil et une autre qui se trouve dans l'immeuble à côté, l'immeuble de 16 étages. Cette salle représente une gêne pour le voisinage, puisqu'elle est actuellement installée dans un lieu qui n'est pas dédié à cet usage. Ça génère des vibrations, il y a déjà eu des plaintes du voisinage. Donc on est en train d'étudier pour la rapatrier aux salles d'hôtel de ville. Donc forcément, gérer 2 salles serveurs avec toutes les connectiques et tout ce que ça entraîne, ça veut dire qu'on double le coût d'usage de ces salles. La deuxième chose, c'est qu'une salle serveur
normalement sécurisée, c'est une salle serveur qui a une climatisation qui est redondée, qui nous fait chauffer les serveurs et rendre la main. Aujourd'hui, les climatisations ne sont pas redondées, il y a une climatisation par salle, en plus elles sont vieillissantes. Par exemple, début janvier, il y a la salle serveur de l'appartement de la tour à côté qui a lâché. Il y a la personne de l'informatique qui, pendant quelques jours, a travaillé avec sa fenêtre ouverte pour laisser de l'air passer à la salle avec le montant sur le dos. Donc forcément, un risque aussi très très fort de perte des serveurs et de tout ce que ça entraîne derrière. Donc là, j'ai mis des niveaux de risque. Idéalement, si on avait été à 1 étoile, ça aurait pu être acceptable. Là, pour certains, on est bien au-delà. Et donc, c'est une situation qu'il faut absolument qu'on remédie. Ensuite, la vue fonctionnelle. Donc, la vue fonctionnelle, ça va être le côté applicatif et usage des applications. Donc, aujourd'hui, un plan de reprise d'activité. Qu'est-ce qu'un plan de reprise d'activité? C'est en fait de mettre en place des procédures, des méthodes pour permettre de faire repartir l'activité si par exemple l'hôtel de ville était inaccessible, brûlait, ou la salle d'à côté, enfin voilà. Aujourd'hui, il n'existe pas de plan de reprise d'activité correctement travaillé, enfin il n'existe pas du tout. On n'est pas en capacité de faire un rétablissement des services de la commune rapidement. Ensuite, la vision globale. Alors pareil, c'est grosso modo prendre de la hauteur pour mettre en adéquation les besoins des usagers, la capacité des agents à travailler et puis les applications métiers qu'on leur met à disposition. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de vue globale sur les applications. On s'est rendu compte que par exemple, il y avait des applications avec des options, avec 3 applications et différentes options qui avaient été implémentées ou non implémentées. Vous pouvez couvrir ce même besoin avec 2 voire une de ces 3 applications en adaptant d'autres options et donc en faisant des économies de coûts de licence et en rendant le même service et en ayant pour les utilisateurs une vue plus simple de leurs applications. La satisfaction des utilisateurs. Aujourd'hui, enfin, quand je suis arrivé avec Monsieur le maire au mois de mars dernier, il y a beaucoup d'agents qui sont venus exprimer un fort mécontentement sur l'état du parc informatique, sur l'état de leur poste de travail, sur les performances, sur les capacités à travailler correctement. Des agents m'ont montré que pour travailler correctement, ils prenaient leur dossier sur les USB, ils allaient travailler chez eux et puis ramenaient le document terminé. C'est quelque chose qu'on, bien évidemment, on va tout faire pour que ça change. Là, ça ne va pas se faire en quelques jours, mais c'est une de nos priorités. La satisfaction des utilisateurs, ça passe aussi par les administrés. De ce côté-là, pour l'instant, je n'ai pas eu de retour négatif. La gestion des contrats. Donc aujourd'hui, la gestion des contrats, on a une réelle capacité à faire des économies. Elle était jusqu'alors inexploitée. Je vais vous donner un exemple tout simple. On avait un forfait pour des envois de SMS pour des mesures d'alerte. Le forfait était excessivement cher, parce que de mémoire, il était de 1 200 € pour 1 500 SMS. Vous vous rendez compte avec les tarifs actuels que c'est hors de prix. On est passé pour plus de 2000 SMS à quelques centaines d'euros. Mais c'est encore cher. Mais voilà, une simple renégociation de contrat et on obtient plus en payant moins. Ça a été un travail qu'on a commencé sur tous les contrats de la DSI et il reste encore beaucoup à travailler, puisque certains sont sur des durées de 2-3 ans, donc il faut attendre des fois les fins de contrat pour les renégocier correctement. Ensuite, comme je l'ai exprimé tout à l'heure sur la vision globale, il y a des possibilités de rationaliser des applications, rationaliser des contrats, rationaliser des offres de services. Et donc là-dessus, ça va être un de nos travaux pour les mois à venir. Donc en synthèse, voilà, donc pas de vue globale depuis pour moi une bonne décennie. Deuxième problème, c'est qu'il n'y a eu aucun investissement réel pour éviter de rentrer dans cette obsolescence forte que nous constatons, que ce soit les postes, les serveurs, les sauvegardes, les liaisons, et j'en passe. Le point suivant, c'est qu'il y a un risque très très fort de perte d'une partie du système informatique, avec tout ce que ça pourra entraîner comme nuisance, aussi bien pour les administrés que pour les agents de la commune, le fonctionnement de la mairie.
Il y a aussi un risque très fort d'impact sur les services municipaux, puisque un CTM, par exemple, qui n'a plus de service informatique, il va avoir du mal à accéder à son stock, mais l'état civil aura du mal à fonctionner, l'urbanisme, enfin voilà. Donc on sera plus capable de rendre les services qu'on doit nous administrer. Il y a une obligation effectivement de réaliser des travaux urgents pour cela. Donc il y a certains travaux qui ont déjà été programmés là en urgence en 2015, et on est en train de regarder avec le schéma directeur quels travaux on planifiera pour l'année à venir. Et donc forcément, ce constat, ces travaux, aura un impact sur le budget non négligeable. On ne peut pas laisser la situation en l'état. Donc dans les travaux urgents, une refonte des accès réseau de tous les sites. L'intérêt, c'est de pouvoir administrer, gérer tous les sites. En plus, l'économie, elle est conséquente, puisqu'on estime qu'on peut diviser par 2 la facture annuelle de l'accès des sites. On peut passer grosso modo de 70 000 € à 35 000. La deuxième chose, c'est l'achat d'une vraie solution de sauvegarde adaptée et dimensionnée aux besoins de la commune. Le troisième point, c'est la mise en sécurité des serveurs. Donc c'est un sujet qui est actuellement étudié par le directeur informatique. Enfin, dans les axes d'amélioration, pour l'ensemble des agents et des élus, la mise en place d'une vraie messagerie professionnelle qui permettra des partages de calendrier, de contacts, enfin, j'en passe, mais qui va permettre de mieux travailler et puis surtout, pour ceux qui le subissent, d'être moins embêtés par les spams. Le remplacement d'une partie du parc PC, donc on a déjà fait une partie, on a commandé une trentaine de PC fin d'année dernière qu'on a remplacé, et donc on va encore continuer cette démarche sur 2015. On vise en priorité bien sûr les services les plus obsolètes et les plus âgés en termes de parc informatique. Et enfin, dans les travaux qu'on souhaiterait mettre en place cette année, si c'est possible, la dématérialisation du conseil municipal, dans le but effectivement de faire des économies et de rentrer aussi sur une façon plus moderne de travailler. En 2014, dans les actions que nous avons menées depuis notre arrivée, nous avons restructuré l'équipe informatique. Ça s'est assez bien passé, les gens sont contents, les agents nous font des remontées positives. On est en train de... Donc on a commencé fortement à revoir la fonction SI, par exemple en intégrant à la DSI la gestion de la flotte téléphonique mobile, puisque aujourd'hui, à l'ère des smartphones, ils ont déjà de fait une partie de la tâche, et qu'en plus, les équipements qui sont utilisés pour la téléphonie fixe sont les mêmes que les équipements informatiques. On a effectivement aussi réalisé donc, cet audit que je vous présente, et on a renégocié une partie des contrats informatiques. Dans les projets qui se sont terminés en 2014, et donc qu'on a mis en route concrètement, donc le PESV2, donc le protocole d'échange de standards de documents. Alors c'est une obligation d'État qui, entre autres choses, permet effectivement des réductions sur les coûts de production de papier, les coûts d'édition, de stockage, qui permet l'amélioration du suivi des documents et la réduction des délais de paiement. Donc ça consiste tout simplement à la dématérialisation complète de toutes les pièces comptables. Voilà. Ensuite, comme je vous le précisais plus haut, on a remplacé 35 ordinateurs en partant des plus anciens. Et enfin, on a procédé au déménagement des services techniques vers le CTM. Et on a remplacé leur vieux serveur par le serveur de l'espace multimédia, ce qui leur a permis d'avoir un serveur qui était récent et adapté à leur usage. Et maintenant, si jamais vous avez des questions, je suis à vous. Très bien, merci Eric. Avant de vous donner la parole, évidemment, c'était un outil qui était indispensable en vue des gros chantiers qui s'annoncent, et c'est pour ça qu'on a souhaité vous le présenter aujourd'hui, puisque ça a toute son importance avec le vote du budget, avec une enveloppe budgétaire cette année qui est prévue à hauteur de 350 000 €. C'est un minimum, donc c'est un grand départ, et évidemment, c'est une fonction, c'est d'améliorer le travail des agents, leur productivité, qui se sentent bien à leur poste, mais aussi de garantir une qualité de service public, je dirais, efficace, et en tout cas à la hauteur de ce que souhaite les Morplaisiens. Voilà. Monsieur Van.
Merci monsieur. J'avais une première question puis une observation sur ce sujet. La première question, c'est que vous parliez tout à l'heure de non-protection des systèmes informatiques. Et la question que je voulais vous poser, c'est savoir si vous aviez un administrateur qui était attaché au système informatique ici. Et ensuite, les remarques que je voudrais faire, c'est pas atténuer ce que vous avez dit, mais quand même le pondérer un minimum, parce que aujourd'hui, lorsqu'on achète des PC, des ordinateurs portables, ce que vous voulez, il y a de fortes chances que dans 4 ans, 5 ans, en termes de logiciel, en termes de matériel hard, ce soit plus ou moins dépassé. Et suivant les mutations technologiques qu'il y a eu, alors sur quelques années, en remontant à 10 ans, à 8 ans, ou encore plus loin, le cycle était extrêmement court. C'est-à-dire que vous avez eu des communes, ou même des industriels qui ont acheté un matériel informatique pour être au top de la technologie du moment, et les cycles étant tellement courts que sur 2-3 ans, ils sont vite dépassés. Avec le temps, ces cycles sont devenus un peu plus longs aujourd'hui, mais il faut aussi tenir compte de ça. Et aujourd'hui, si l'âge moyen, effectivement, du parc informatique ne surmord pas à 8 ans, il faut se replacer sur le contexte aussi de l'époque, parce que les mutations technologiques sont extrêmement rapides. Juste une anecdote pour ne pas être très, très long. Comme vous le savez, moi je suis ingénieur en informatique. Ce qui est rigolo, c'est que lorsqu'on était dans le top technologique sur les développements logiciels, on est très vite dépassé, à 1 an. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Silverlight, j'ai fait du développement dessus. En 1 an après, c'était plus assuré par Microsoft. 1 an après sa commercialisation, et plus personne n'utilisait, c'est-à-dire que sur un PC, lambda, ça marchait plus. Contrario, lorsque j'ai travaillé dans l'aéronautique, ça s'adapte aux besoins. Vous aviez des technologies qui dataient de 1970 au niveau des microcontrôleurs parce que c'était ce qui était le plus fiable. Tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'il faut faire attention lorsqu'on présente quelque chose en étant très, très alarmiste, en rappelant le contexte technologique de l'époque, qui me semble très, très important. Et ça, c'était ma première observation qui découlait de ce que vous avez dit. Ensuite, sur le besoin qu'il y a d'offrir aux agents les moyens de travailler, c'est normal. De ce côté-là, moi, j'ai rien à dire. Qu'il y a un impact budgétaire, certainement, de toute façon, ça fait partie des incompressibles que l'on va faire. Si une commune ou si un établissement public, quel qu'il soit, veut vraiment aujourd'hui être dans l'air du temps, et je pense que malheureusement personne ne le fera, c'est en concernant le système d'information, le système d'informatique, c'est de rentrer finalement dans le monde libre qui offre une possibilité extraordinaire. C'est-à-dire que vous avez plus la gestion des maintenances, qui sont gratuites, des logiciels aussi fiables que celles qui sont dans le privé, mais c'est un saut psychologique qu'il faut faire. Il y a des entreprises qui n'arrivent pas à le faire. Donc moi je travaille dans le privé, dans l'aéronautique c'est impossible à faire, mais dans le domaine du pharma c'est impossible à faire aussi, mais ça commence à bouger. Vous avez des entreprises qui commencent à rentrer dans le monde libre, et c'est juste un point de vue qui est psychologique, mais une fois qu'on y arrive, on a tous les avantages, c'est-à-dire que, on a des logiciels qui sont mis à jour régulièrement, et gratuitement, ce qui est bien. Et du coup, vous avez aussi des formations qui sont gratuites. Et je crois aussi que l'évolution du monde implique aussi des comportements nouveaux et des challenges nouveaux. Et la véritable audace, si je puis dire, ce serait d'arriver à un moment ou à un autre à basculer dans cette psychologie-là. Donc pour répondre à vos différentes questions, remarques, tout d'abord, il y a au sein de l'informatique 3 personnes qui sont chargées de l'administration des systèmes, au pluriel, réseau, télécom, OS. Ces personnes sont des professionnels de leur métier, ça fait un grand nombre d'années qu'ils sont au sein de la mairie. Malgré tout, dans le cadre du schéma directeur, il est envisagé d'étudier leur niveau de compétence au regard des besoins que nous avons, de regarder s'il faut les assister par une prestation ou s'il faut les assister par de la formation. Donc ça fait partie des choses qui sont actuellement étudiées. En ce qui concerne l'âge des PC, donc 8 ans et demi, effectivement, il y a 8 ans, quand vous aviez un PC qui avait déjà 4 ou 5 ans, vous vous en plaigniez. Là, on parle de PC qui ont 8 ans et demi en moyenne d'âge. En moyenne, dites-vous qu'il y a des PC qui ont plus de 10 ans. Donc c'est aussi
l'effet moyenne. Pour information, une partie du parc informatique et du déstockage de sociétés comme le groupe Renault ou comme une ambassade qui se débarrassaient de leurs vieux PC qui, par des relations, les donnaient à la mairie de nos repas. Donc on a des PC qui sont vraiment hors d'âge, voilà, vécu, qui matériellement tournent plus souvent en panne. Donc ça c'était le deuxième point. Le dernier point concernant le monde libre, l'impact est colossal, pas que psychologique, il est aussi colossal en termes d'accompagnement, en termes d'écosystème, c'est-à-dire qu'il y a des applications qui aujourd'hui savent discuter avec par exemple des applications Office, mais qui ne savent pas discuter avec d'autres applications du monde libre. Je vais prendre un exemple, la gendarmerie il y a quelques 12 ou 14 ans était passée sur des OS libres et on est revenu il y a 3 ans, a fait machine arrière, puisqu'ils se sont rendus compte que pour eux c'était plus compliqué et plus coûteux en accompagnement, en formation, en justement maintenance, parce que tout n'est pas gratuit. Une des suites les plus connues, Red Hat, pour les preneurs d'entreprise, elles sont payantes, elles ne sont pas gratuites, alors pour autant c'est du monde libre. Donc faire attention. Et dans le monde de l'avionique, puisque moi je suis un professionnel informatique chez un des plus grands avionneurs actuellement sur le marché, on utilise aussi des logiciels du monde libre, des suites Linux, donc ça ne pose pas de soucis. Pour autant, dans le cadre de la mairie, le schéma directeur nous dira s'il est envisageable. J'en suis pas persuadé, mais on envisage toutes les pistes. Ça peut être aussi les clients légers, si vous voyez de quoi je parle. On envisage toutes les pistes, on ne ferme aucune porte et on verra ce que le schéma directeur nous proposera. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Le Carinel. C'est moins une question qu'une remarque qui va dans le sens de ce que d'ailleurs l'un et l'autre vous venez de dire. L'obsolescence, ça n'est pas en soi un critère toujours objectif, c'est un concept programmé. Et la vraie question qu'il faut se poser n'est pas de savoir si un matériel a une durée de vie trop grande ou pas par rapport à un critère qui serait l'absolu, mais par rapport au type d'utilisation qui l'accompagne. Et je vous dis ça tout simplement parce que vous venez de parler de Linux, M. Watt parlait auparavant d'autres systèmes, et les ministères qui sont quand même très attentifs à leur sécurité, à leur coût de fonctionnement, etc. Vous imaginez, la gendarmerie a des problèmes spécifiques, mais je vous signale par exemple, mais vous devez savoir que le ministère des Finances a basculé sur Linux et qu'on est tous aujourd'hui sur des logiciels libres. Tout simplement parce que ça a deux avantages. Le premier, c'est que ça nous met à l'abri d'une pression forte de fournisseurs de logiciels qui ont tout intérêt à spécifier que l'obsolescence est déjà là alors qu'elle ne l'est pas. Et évidemment, ça a une autre conséquence immédiate, c'est financièrement. Donc, je ne suis absolument pas défavorable au principe d'un audit, il est indispensable. Au principe qu'il y ait des évolutions, elles sont absolument nécessaires, mais méfions-nous collectivement d'une chose, si on interroge des utilisateurs, ils auront spontanément, et je pense que c'est assez humain, tendance à vouloir adapter leur outil de travail à ce qu'ils peuvent connaître à la limite en tant que particulier, avec des outils qui peuvent ne pas être les mêmes. Quant au logiciel libre que vous évoquiez incidemment l'un et l'autre, je vous rejoins, je pense que c'est une piste qu'il ne faut pas négliger, ne serait-ce que parce qu'encore une fois, elle met à l'abri d'un certain nombre de pressions qui, pour être amicales, n'en sont pas moins parfois excessives. Monsieur Vannin, sans rallonger au débat, effectivement, vous avez raison, Red Hat est une distribution Linux qui est payante. Il en existe des dizaines d'autres qui sont gratuites. Et ce qui est rigolo à noter, c'est que chacun ici, sur son téléphone portable, en dehors de ceux qui ont un Apple, vous avez une distribution en fait qui est Linux dedans. Sauf que la plupart des gens ne le savent pas. Et la plupart des serveurs, tous les gros serveurs qui fonctionnent dans le monde, 90% des gros serveurs, ce sont des serveurs Linux. Ce sont des serveurs qui sont du monde libre. Parce que ce sont les serveurs les plus éprouvés et les plus costauds profile. Alors ça, malheureusement, je dirais c'est peut-être dans un cercle initié, mais quand je parlais d'audace tout à l'heure, c'est justement de sortir de ce groupe d'initiés et l'évolution du temps aussi, l'évolution de la modernité. Monsieur Chabat, il en clôture là-dessus. Oui, je voudrais simplement savoir